Bienvenue dans cette 10e vidéo de la série sur le langage JavaScript. Dans cette vidéo, nous verrons comment faire de la programmation fonctionnelle en JavaScript. Concernant le contenu, je ferai un rappel rapide des fondements de la programmation fonctionnelle, puis nous verrons les différents outils que le langage nous met à disposition pour réaliser des implémentations basées sur ces fondements. Comme prérequis pour suivre cette vidéo, vous devez connaître quelques notions de programmation fonctionnelle, du moins la théorie. Vous devez également savoir comment utiliser les fonctions et les tableaux en JavaScript. Si vous n'avez pas ces prérequis, alors vous trouverez en description de cette vidéo des liens vers de précédentes vidéos qui traitent ces prérequis. Concernant les fondements de la programmation fonctionnelle, nous avons vu dans une précédente vidéo sur la programmation fonctionnelle qu'elle est basée sur l'immutabilité, l'utilisation des fonctions pures et la composition de fonctions. Pour réaliser l'immutabilité en JavaScript, on passe par la copie des objets, c'est-à-dire qu'au lieu de modifier un objet directement, on crée une copie de cet objet et on modifie cette copie pour éviter que la modification n'impacte l'objet initial. Pour réaliser la copie d'un tableau en JavaScript, on utilise la méthode slice qui permet de copier une portion d'un tableau. La signature de la méthode slice est la suivante. Donc cette méthode prend deux paramètres dont le premier représente l'index à partir duquel nous souhaitons commencer la copie du tableau et le second paramètre représente l'index auquel nous souhaitons arrêter la copie du tableau. Il faut noter que la cellule du tableau initial se trouvant en l'index end, qui représente l'index d'arrêt de la copie, est exclue du résultat final. Afin de mieux comprendre le fonctionnement de la méthode slice, nous allons réaliser deux mini-exercices pratiques. Le premier consistant à garder les trois premières valeurs du tableau ici, et le second consistant à garder les deux dernières valeurs du tableau ici. Donc pour cela, je vais utiliser la méthode slice. Donc je peux soit affecter la valeur dans une nouvelle variable. Donc je fais ici const. Donc nous voulons garder dans un premier temps les trois premières valeurs de ce tableau. Donc je vais nommer la valeur résultat par exemple 1. Donc représente digit. Donc je prends la variable digit. Donc nous allons appeler la méthode slice ici. Donc nous lui passons le premier paramètre qui représente l'index à partir duquel nous voulons commencer la copie. Donc nous voulons commencer la copie d'ici et s'arrêter là. Donc on veut que la dernière valeur ici, la valeur séquencée, soit inclue dans le tableau final qui représente le résultat de la copie. Donc l'index, le premier index du tableau représente pour nous la valeur 0. Donc je mets ici l'index 0. Donc ensuite, si on compte les index ici, on a l'index 0, l'index 1, l'index 2. Donc nous voulons que ces résultats soient inclus dans le résultat final. Donc si nous mettons 2 ici, ça veut dire que cette valeur sera exclue du résultat. Donc si nous affichons la valeur ici, résultat 1, donc on voit bien qu'en mettant la valeur 2 ici, la copie s'arrête là. Donc la copie s'arrête là et on a vu que l'index d'arrêt est exclu du résultat final, ce qui explique le fait que nous avons seulement 10 et 3. Donc si nous voulons inclure cette valeur séquencette, c'est-à-dire réaliser la copie comme demandé, en gardant les trois premières valeurs, il va falloir arrêter la copie à l'index ici 3, c'est-à-dire l'index ici. Donc il va falloir nous arrêter ici, raison pour laquelle on précise la valeur 3 ici. Donc ceci nous permet d'obtenir le résultat escompté. Nous allons réaliser un second exercice, le second exercice qui consiste à garder les deux dernières valeurs de ce tableau ici. Donc nous allons procéder pareil. Donc on va créer une constante que nous allons nommer résultat 2 par exemple. Donc on prend notre valeur digit. On appelle la méthode slice. Donc ici, nous devons indiquer le premier paramètre qui constitue l'index à partir duquel nous souhaitons réaliser la copie. Donc il faut noter que la méthode slice peut également prendre des valeurs qui sont des valeurs négatives. Et lorsqu'on passe une valeur négative comme premier paramètre de la méthode slice, cela veut dire dans ce cas que nous commençons la copie dans le sens inverse comme ça. C'est-à-dire, lorsqu'on met une valeur positive, la copie commence à partir de là et évolue jusqu'à la fin. Et lorsqu'on met une valeur négative comme -1 par exemple, -1 représente la dernière case du tableau. Donc la copie se fera dans le sens inverse. Donc ici, nous avons deux façons de réaliser cela. Soit on utilise la valeur positive, donc dans ce cas, ça nous fait 0, l'index 0, 1, 2, 3, 4.
Donc ça veut dire ici qu'on peut indiquer 4 comme début de copie et préciser ici l'index de fin. Donc dans ce cas, pour éviter de compter les index du tableau, vu que nous voulons continuer la copie jusqu'à la fin du tableau, on peut simplement ici faire ceci, digits.length, comme ça. Nous avons un tableau qui contient 1, 2, 3, 4, 5, 6 valeurs. Donc ça veut dire qu'en réalité, ce que nous avons ici revient à écrire slice de 4, 6, comme ça. Donc ça veut dire que nous avons l'index 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 qui tombent à l'extérieur du tableau. Donc on va au-delà du tableau. Donc nous avons vu que la copie se fait jusqu'à l'index final moins 1. Donc si on fait 4, 5, 6 ici, moins 1, ça revient à 5. Donc la copie se fera jusqu'à la cellule 5. Donc on a 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui nous permet d'avoir la dernière valeur du tableau. Donc si on vérifie le résultat ici de res 2, donc on voit bien, alors ici, j'ai fait une erreur, au lieu d'utiliser le tableau des noms, j'utilise le tableau des... J'utilise à la place le tableau des digits, ce qui fait que j'avais la liste des digits au lieu d'avoir la liste des noms. Donc nous avons bien le résultat escompté ici, donc on peut procéder autrement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous pouvons utiliser également des valeurs négatives pour réaliser la même chose. Donc dans ce cas, je mets res 3 ici. Donc je peux dire que je commence à réaliser la copie dans le sens inverse. Donc j'ai dit tout à l'heure que ici nous avons l'index moins 1. Si nous commençons la copie à partir de la fin, nous avons ici l'index moins 1, ici l'index moins 2. Donc on peut dire ici que nous commençons la copie à partir de l'index moins 2 jusqu'à la fin du tableau. Donc on écrit ça. Donc pour vérifier que le résultat de 2 permet d'obtenir la même chose, il suffit d'afficher ici res 3. Donc on voit que avec cette écriture également, nous avons le même résultat de copie qu'en utilisant la valeur positive ici. Concernant la copie d'un objet classique, on utilise la méthode statique assign de object, qui est indiquée ici. Nous avons ici un code qui donne un aperçu de la copie d'un objet dans la pratique en utilisant la méthode assign. Donc ici, nous déclarons dans un premier temps une première variable nommée user qui contient un objet qui permet de décrire un utilisateur dont le nom dans ce cas est Toto et dont l'âge est égal à 10. Donc on utilise ici la méthode assign pour réaliser une copie de l'objet contenu dans cette variable. Et le résultat ici de cette copie est affecté dans une nouvelle variable que nous avons nommée ici userCopy. Donc après l'affichage, lorsqu'on réalise l'affichage du contenu de cette variable, on voit que nous avons un nouvel objet qui est une copie de l'objet initial, user ici. Pour vérifier que cette valeur est une vraie copie de l'objet initial, on peut simplement modifier un attribut de la copie de l'objet initial. Donc supposons que nous modifions ici l'âge de la copie et que nous lui donnons la valeur 20 par exemple. Donc on voit ici que la nouvelle valeur, ici le userCopy, a l'âge qui est égal à 20. Donc pour vérifier que c'est vraiment une copie, il suffit d'afficher également la valeur de l'utilisateur initial qui est user. Donc on voit que l'utilisateur initial n'est pas impacté par cette modification vu que l'utilisateur userCopy n'est qu'une copie de l'objet initial. Donc si c'est que cet objet userCopy n'était pas une copie de l'objet initial user, alors la modification de la valeur de l'attribut âge de l'objet initial impacterait également l'objet user ici. Mais on voit bien que ce n'est pas le cas parce que le user garde toujours son âge initial qui est égal à 10 dans ce cas, malgré que nous avons apporté une modification ici à userCopy qui est une copie de l'objet user initial. Vu que nous n'avons pas encore appris l'utilisation des objets en JavaScript, nous reviendrons sur la copie des objets lorsque nous parlerons de la programmation orientée objet en JavaScript. Le langage JavaScript fournit également plusieurs méthodes de manipulation des tableaux
qui fonctionnent de façon immutable. Nous avons ici un second exemple montrant deux versions d'une même fonction double qui permet de doubler le salaire d'un utilisateur, c'est-à-dire un objet qui lui est passé en paramètre. Donc nous avons une première version de la fonction qui fonctionne de façon mutable, c'est-à-dire qui modifie directement l'objet qui lui est passé en paramètre. Et nous avons ici une seconde version de la même fonction qui fonctionne de façon immutable, c'est-à-dire sans modifier l'objet qui lui est passé en paramètre. Donc dans ce cas, on utilise la méthode assign pour apporter une modification à une copie de l'objet qui est passé en paramètre à la fonction ici. Donc on voit bien que dans ce cas, on est obligé de retourner une nouvelle valeur qui sera la valeur issue de qui sera d'abord une copie de la valeur initiale qui est passée en paramètre ici, mais qui sera également une version modifiée avec le salaire doublé. Donc on voit que dans le cas de l'utilisation de la version immutable, on affecte la valeur retournée dans une nouvelle variable. Donc la valeur retournée ici sera un nouvel objet et non l'objet initial modifié. Concernant le second fondement de la programmation fonctionnelle qui est l'utilisation de fonctions pures, il suffit de s'assurer lorsqu'on crée une fonction qu'elle utilise seulement les variables qui lui sont passées explicitement en paramètres et de ne pas utiliser des fonctions produisant des side effects à l'intérieur des nouvelles fonctions que nous créons. Une chose importante également à prendre en compte, c'est que le fait d'écrire dans la console, d'afficher un message à l'écran, d'écrire dans un fichier, de réaliser par exemple des appels vers une base de données ou des appels réseau sont également considérés comme des side effects. Nous avons ici deux exemples de fonctions dont l'une est pure et l'autre non. Donc si nous prenons la première fonction ici qui est place1 et que nous procédons à l'analyse rapide de son corps, on voit que cette fonction utilise une seule variable qui est déclarée ici en tant que paramètre de la fonction. Donc cette fonction ne manipule pas d'autres variables en dehors de la variable x qui est déclarée ici explicitement en tant que paramètre de la fonction. Cette fonction place1 vérifie donc la première condition, à savoir pour qu'une fonction soit considérée comme pure, il faut qu'elle manipule seulement des variables qui lui sont explicitement passées en paramètre. Donc c'est le cas ici, ce qui rend cette fonction pure. Donc lorsqu'on va réaliser l'appel de cette fonction plusieurs fois, en lui passant par exemple la valeur 1, on aura toujours comme résultat la valeur 2. Donc quel que soit le nombre de fois qu'on réalise l'appel de cette fonction, en lui passant par exemple en paramètre la valeur 1, on aura toujours le résultat 2. Donc ce qui fait que cette fonction vérifie toutes les conditions pour être une fonction pure. Raison pour laquelle elle est considérée ici comme une fonction pure. Si nous prenons maintenant la deuxième fonction que nous avons ici qui est place_d, et que nous procédons rapidement à l'analyse de son corps ici, on voit que cette fonction utilise deux variables. La première qui est x, qui est déclarée explicitement ici en tant que paramètre, et une seconde variable g, mais qui n'est pas déclarée ici en tant que paramètre. Donc cette fonction utilise une valeur qui est déclarée à l'extérieur. Dans ce cas, il s'agit d'une variable globale qui a la valeur 10 ici. Donc cette fonction est considérée automatiquement comme fonction impure parce qu'elle utilise ou manipule des variables qui ne sont pas déclarées explicitement comme paramètres lors de la déclaration de la fonction. L'impact automatique de cela, c'est qu'il suffit de modifier cette variable à l'extérieur pour que l'appel de la fonction retourne un autre résultat. Donc si nous appelons place_d avec la valeur 1 ici, la première fois, le résultat sera égal à 11. Mais si nous procédons par exemple à la modification de la valeur de g ici et que nous donnons la valeur 20 par exemple, le second appel de place_d en lui passant en paramètre la valeur 1 va nous donner 21. Donc l'appel sera le résultat issu de l'appel de place_d sera fonction de la valeur de d. Du coup, cette fonction ne vérifie pas aussi la deuxième condition, la dernière condition qui consistait à avoir le même résultat, quel que soit l'appel de la fonction avec un même paramètre ou un même argument. Donc du coup, cette fonction est considérée comme impure vu qu'elle ne vérifie pas ces conditions. Concernant le troisième fondement de la programmation fonctionnelle, qui est l'utilisation de la composition de fonctions, les fonctions en JavaScript sont des first class functions, c'est-à-dire qu'on peut les affecter dans une variable, qu'on peut les utiliser comme paramètre d'une fonction ou les retourner comme résultat d'une fonction.
Les fonctions en JavaScript sont également des high order functions. C'est-à-dire qu'une fonction en JavaScript peut prendre une autre fonction comme paramètre ou retourner une autre fonction comme résultat. Nous avons ici un code source dont l'objectif est de démontrer que les fonctions en JavaScript sont des first class functions. C'est-à-dire que les fonctions en JavaScript peuvent être passées en paramètre à d'autres fonctions. Donc c'est le cas ici. Donc on a une fonction setTimeout qui prend en paramètre une fonction hello que nous avons précédemment déclarée ici. Donc nous avons également les fonctions qui peuvent être utilisées comme valeur qu'on affecte dans une variable donnée. Donc c'est le cas ici. Et nous voyons également ici qu'une fonction peut être retournée comme résultat d'une autre fonction. Donc nous avons une fonction ici, une fonction anonyme ici qui retourne une autre fonction. Ces trois conditions nous permettent de dire que les fonctions en JavaScript sont des first class functions. Ce code source nous permet également de montrer qu'en JavaScript, les fonctions sont des high order functions, c'est-à-dire qu'elles peuvent prendre soit en paramètre des fonctions ou retourner des fonctions comme résultat. Vu que les fonctions en JavaScript sont des high order functions, elles permettent également de réaliser le currying et le partial application. En supposant que nous avons une fonction add qui prend en paramètre deux valeurs et qui calcule la somme de ces deux valeurs, alors cette fonction réécrite en utilisant le currying se présenterait comme suit. Donc nous avons ici une fonction add qui prend en paramètre un seul paramètre et qui retourne à son tour une autre fonction qui prend en paramètre une seule valeur également et qui retourne au final le résultat issu de la somme de ces deux valeurs qui sont passées à différents niveaux ou lors des différents appels à ces fonctions. Donc l'utilisation de la fonction en utilisant le currying se présenterait comme suit. Donc si vous ne connaissez pas le concept de currying, je vous invite à regarder la vidéo sur la programmation, la précédente vidéo sur la programmation fonctionnelle, où je parle en détail de ces concepts de currying et de partial application. Concernant le partial application, le langage JavaScript permet de réaliser cela en utilisant la méthode ben présente sur les fonctions. Comme tout à l'heure, si nous supposons que nous avons une méthode add qui prend en paramètre deux valeurs et qui retourne la somme de ces deux valeurs, le partial, en supposant que nous voulons réaliser un partial application de cette fonction, c'est-à-dire créer une nouvelle fonction à partir de celle-ci en figeant certains paramètres de la fonction initiale. Donc on peut utiliser le ben pour réaliser cela. Donc supposons que nous voulons à partir de la fonction add créer une nouvelle fonction que nous allons appeler par exemple add10 qui permet d'ajouter 10 à une valeur qui lui est passée en paramètre. Donc on peut créer cela en procédant comme suit. Donc je fais const. Donc je crée ma nouvelle fonction qui sera un partial application de la fonction add. Donc ici, la fonction add, nous allons prendre la fonction initiale. Nous avons dit qu'en JavaScript, les fonctions disposent d'une méthode ben qui permet de réaliser le partial application. Donc le premier paramètre ici, nous allons le mettre à nul. Donc nous allons revenir sur le pourquoi nous mettons nul ici plus tard lorsqu'on va parler de la programmation orientée objet. Donc ici, on met la valeur nulle. Ensuite, on indique la première valeur à passer, la première valeur à figer. Donc ici, je mets par exemple 10, vu que je veux créer une nouvelle fonction qui s'appelle add10, qui permettra d'ajouter la valeur 10 au paramètre qui sera passé à la nouvelle fonction add10 qui sera créée. Donc en procédant ainsi, je crée une nouvelle fonction qui sera un partial application de la fonction initiale add que nous avons ici. Donc ça veut dire qu'en faisant comme ça, je fige la valeur de A à 10. Donc désormais, j'ai une nouvelle fonction que je peux utiliser. Donc si je fais par exemple const res comme ça, et que je fais add10, donc déjà, j'ai déjà figé le premier paramètre ici. Donc pour calculer, par exemple, pour ajouter 10 à une valeur donnée, il suffit de passer la valeur ici en paramètre à la fonction. Donc si je vérifie après cette ligne, le résultat issu de cet appel, donc j'aurai 14 parce que j'ai réalisé un partial binding ici en figeant la valeur de A à 10.
Donc 10 plus 4, ça me donne 14. Donc si je vérifie la valeur de raise ici, donc j'ai bien 14. Nous avons ici un exemple de fonction qui permet de créer un utilisateur. Donc cette fonction prend en paramètre les informations de l'utilisateur, à savoir le rôle de l'utilisateur, son pseudo et son âge, et crée un nouvel utilisateur en utilisant ces informations qui lui sont passées en paramètre. Ici, on utilise la technique du partial application pour créer une autre fonction qui permet ou qui permettra de créer simplement des utilisateurs qui sont des admins. C'est-à-dire qu'on fige le rôle des utilisateurs qui seront créés. Donc l'idée, c'est d'éviter à chaque fois qu'on veut créer un utilisateur de type admin, de passer la valeur du rôle. Donc ici, on utilise le partial application ici à travers l'utilisation de la méthode bend qui est fournie par le langage JavaScript et qui permet de réaliser le partial application. Donc ici, l'explication ou la sémantique derrière cette expression, c'est que nous utilisons cette fonction initiale create user et nous créons une nouvelle fonction à partir de cette fonction create user et nous renseignons ici la première valeur de cette fonction, c'est-à-dire dans notre cas, il s'agit du rôle de l'utilisateur. Donc on fige ici ce paramètre. Donc on procède ici au partial application. Donc nous avons une deuxième fonction ici qui est également créée, qui utilise la même technique de partial application pour figer également le rôle de l'utilisateur, mais cette fois-ci en passant le rôle guest. Donc cette fonction va permettre de créer des utilisateurs qui sont des invités et celle-ci va permettre de créer des utilisateurs qui sont des admins. Donc pour tester cela, le fonctionnement du partial application ici, donc je vais faire un test ici. Donc nous allons juste afficher la valeur de user1 ici. User1. Donc on voit bien que le user1 permet de créer un utilisateur dont le rôle est admin. Et dont les pseudos sont les valeurs, dont le pseudo est auto et dont l'âge est 20 dans ce cas. Donc le partial application nous permet de figer certaines valeurs d'une fonction en créant une nouvelle fonction. Donc c'est de cette façon que JavaScript permet de réaliser le partial application, donc en utilisant la méthode bend. Pour clôturer cette partie sur la programmation fonctionnelle, il nous reste à voir quelques méthodes de manipulation des tableaux qui nous permettent de réaliser de la programmation fonctionnelle en JavaScript. Nous avons ici deux tableaux, le premier représentant une liste de nombres et le second représentant une liste de noms de personnes. Pour chaque méthode que nous verrons, j'expliquerai dans un premier temps son fonctionnement, les paramètres attendus et les valeurs retournées. Puis nous réaliserons un mini-exercice pratique en utilisant l'un des deux tableaux pour mieux comprendre le fonctionnement de la méthode. Avant de continuer, je tiens à mentionner que les méthodes que nous verrons sont tous immutables, c'est-à-dire qu'elles n'apportent pas de modification au tableau initial sur lequel elles opèrent. La première méthode fonctionnelle de manipulation de tableau que nous allons voir est la méthode map, qui retourne un nouveau tableau contenant le résultat issu des différents appels d'une fonction qui lui est passée en paramètre sur chaque élément d'un tableau d'origine, c'est-à-dire le tableau qui fait appel à la méthode. La signature de la méthode est la suivante. Donc la méthode prend en paramètre une fonction qui a la signature suivante. Le premier paramètre représente l'élément courant, le second représente l'index de l'élément courant, et enfin le troisième paramètre représente le tableau que nous sommes en train de manipuler. Pour comprendre le fonctionnement de la méthode map, nous allons réaliser deux petits exercices. Donc le premier consiste à calculer le double tous les nombres ici, et de retourner un nouveau tableau. Le second consistera à mettre tous les noms contenus dans ce tableau en majuscules. Nous allons commencer par le premier exercice, à savoir calculer le double de tous les nombres contenus dans le tableau des digits. Donc ici, je vais créer un nouveau tableau que je vais nommer double. Donc dans ce tableau, je vais affecter le digit. Donc je prends le tableau initial digits. Donc je fais appel à la méthode map dessus. Et ici, je passe comme paramètre une fonction. Donc dans mon cas, je vais utiliser un arrow function. Donc je dirais ici que pour toutes les valeurs, je veux retourner comme résultat le double des valeurs. En faisant ainsi, j'indique que pour chaque cellule,
Je prends la valeur contenue dans la cellule et je retourne comme résultat final le double de la valeur contenue dans la cellule. Donc ça veut dire que cette fonction sera appelée sur chaque valeur de ce tableau, chaque cellule de ce tableau, pour retourner à la fin un nouveau tableau qui sera double. Donc si j'affiche ici le contenu de double, donc on voit que j'ai un nouveau tableau qui contient les valeurs 20, qui 20 c'est égal à 20 est égal au double de 10. Pareil pour la valeur 6, etc. Donc je peux mettre en commentaire cela. Donc nous allons réaliser pareil pour le second tableau. Donc ici on me demande comme exercice de retourner un nouveau tableau. Donc je peux nommer ça uppercase par exemple. Donc je nomme ça comme ça, uppercase, pour dire que c'est en majuscule. Donc on me dit de retourner dans ce cas le contenu, de retourner le contenu de ce tableau. Et cette fois-ci que toutes les valeurs contenues dans ce tableau sont en majuscule. Donc je fais name, donc je fais appel à ma fonction, à ma méthode map. Donc je vais dire ici que pour tous les noms contenus, donc je peux faire ici pour chaque nom, pour être explicite, je dirais pour chaque nom contenu dans le tableau, je vais retourner la valeur mais en majuscule. Donc ici je vais faire name. Donc les méthodes, vu que les valeurs sont des chaînes de caractères, donc les chaînes de caractères disposent d'une méthode toUpperCase qui permet de faire la conversion vers une chaîne de caractères en majuscule. Donc je mets juste ceci, toUpperCase comme ça. Donc ça veut dire que pour chaque valeur contenue dans le tableau ici, je procède à un mapping, c'est-à-dire je parcours le tableau et je fais appel à cette fonction pour retourner ce résultat. Donc on peut maintenant regarder le résultat issu de l'application du mapping. Donc on voit bien que tout le contenu du tableau est maintenant passé, tous les contenus du tableau sont maintenant convertis en majuscules. La deuxième méthode que nous allons voir est la méthode filter, qui retourne un nouveau tableau contenant tous les éléments du tableau original qui remplissent une condition déterminée par une fonction qui lui est passée en paramètre. La fonction passée en paramètre à la fonction filter est appelée un prédicat, c'est-à-dire une fonction dont l'appel retourne un booléen. Il faut noter que pour qu'un élément du tableau original se retrouve dans le tableau final, il faut que l'appel du prédicat, en lui passant en paramètre l'élément en question, retourne vrai. Donc nous avons la signature de la fonction qui se présente comme suit. Donc nous avons la fonction filter, la méthode filter qui prend en paramètre un prédicat, et le prédicat a la même signature que le paramètre passé à la méthode map que nous venons de voir. C'est-à-dire que le premier paramètre représente l'élément courant, le deuxième, l'index de l'élément courant, et le troisième, le tableau que nous sommes en train de manipuler. Pour comprendre le fonctionnement de la méthode filter, nous allons également réaliser deux exercices pratiques. Donc le premier consiste à partir de ce tableau et à retourner un nouveau tableau qui va contenir seulement des valeurs qui sont inférieures à 50. Donc ici, je déclare une nouvelle variable que je vais nommer par exemple résultat 1. Donc dans cette variable, j'affecte le résultat issu de l'application de filter sur le tableau des digits, le tableau des nombres. Donc je fais ici filter. Donc nous avons vu que cette méthode prend en paramètre un prédicat, c'est-à-dire une fonction qui retourne un booléen. Donc ici, la fonction qui sera passée en paramètre à la fonction ou à la méthode filter, cette méthode sera appelée sur chaque valeur de ce tableau initial et à chaque fois que l'appel va retourner la valeur true, donc la valeur en question sur laquelle la fonction a été appelée sera gardée dans le tableau final. Donc ici, nous allons juste indiquer pour chaque valeur, nous voulons garder les valeurs. Donc on prend un digit qui représente la valeur courante, chaque valeur qui est inférieure à 50. Donc si nous vérifions maintenant le résultat issu de ce calcul qui est résultat 1, donc dans ce tableau initial, on s'attend à garder toutes les valeurs sauf la valeur 57 ici. Donc on aura à la fin 10, la valeur 10 qui est ici 3, 9, 21 et 8 qui correspond vraiment au résultat que nous avons ici
dans la variable raise1. Donc je peux mettre en commentaire cela et passer au second exercice. Donc ici, nous allons retourner tous les noms contenant le caractère E. Donc ici, je vais faire pareil. Donc je vais mettre simplement raise2 ici. Donc on va dire ici qu'on va prendre les noms. On va procéder à un filtre. Et que pour le filtre, nous voulons garder seulement des valeurs qui contiennent la valeur E. Donc vu que c'est des chaînes de caractères, on peut vérifier par exemple si les chaînes contiennent, donc on fait include, donc c'est des méthodes qui sont disponibles. La méthode include est une méthode qui est disponible sur les chaînes de caractères et qui permet de retourner, qui retourne vrai si une chaîne de caractères contient une chaîne donnée. Donc on fera juste ceci, on mettra E. Mais si nous procédons comme ça, ça veut dire que si la chaîne contient une valeur qui est en majuscule, donc du coup ça ne va pas marcher. Donc dans ce cas, on peut garder ça dans notre cas, comme ça va marcher. Mais dans le cas où nous aurons par exemple une valeur qui va commencer par une lettre, par la valeur E qui est en majuscule, donc l'algorithme ne va plus bien fonctionner. Donc on va résoudre dans un premier temps cela et réécrire la forme, disons, complexe qui permet de traiter également les valeurs majuscules. Donc du coup, ici, si je fais ça, j'indique à mon moteur JavaScript que je veux garder les noms qui contiennent la chaîne E. Donc les résultats, pour les résultats, on s'attend à avoir à la fin Ben et Quotient. Donc on aura juste ces deux valeurs. Donc on va vérifier le résultat, si ça a bien fonctionné. Donc on a bien le résultat escompté. Mais ce que je disais, par exemple, tout à l'heure, c'est que si c'est qu'on avait E, par exemple, qui est écrit en majuscule ici, vu qu'on indique que la valeur que nous cherchons est minuscule, du coup, cette valeur ne sera pas inclue dans le résultat final. Donc, pour résoudre ce problème, on aurait pu, ici, à chaque fois, avant de vérifier à chaque fois que le nom contient le E, on peut procéder dans un premier temps à sa conversion vers du minuscule avant de procéder à la vérification. Donc on aurait pu faire ceci to lowercase comme ça. Donc le lowercase c'est une méthode qui est également présente sur les chaînes de caractères. Donc on voit que lorsqu'on fait ça, le Ben est maintenant inclus dans les résultats finaux. Alors que si on enlève ceci, donc Ben n'est plus inclus dans le résultat final. La troisième méthode que nous allons voir est la méthode concat qui permet de fusionner deux ou plusieurs tableaux. Elle retourne un nouveau tableau issu de la concaténation des tableaux d'origine. Donc ici, l'exercice sera simple. Nous allons simplement fusionner les deux tableaux. Donc on va fusionner le tableau des digits avec le tableau des noms. Donc en procédant à la fusion des deux tableaux ou à la concaténation des tableaux, on s'attend à ce que nous ayons ces valeurs suivi des valeurs ici. Donc du coup, pour réaliser cela, c'est simple, il suffit de faire ceci, const, je vais nommer cela résultat. Donc ce sera égal à digits, donc je fais digit comme ça, point, je fais la concaténation avec les names. Si je vérifie maintenant le résultat, je vois que ce tableau est issu de la concaténation du premier tableau qui contient les nombres avec ce second tableau. La quatrième méthode que nous allons voir est la méthode reduce qui retourne une valeur qui est la combinaison des résultats des appels d'une fonction passée en paramètre sur chaque élément d'un tableau d'origine. La fonction passée en paramètre à la méthode reduce est appelée un reducer ou réduceur en français. La particularité de la méthode reduce, c'est que le résultat de chaque appel du reducer est passé en paramètre au prochain appel du reducer. C'est-à-dire qu'à chaque appel du reducer, le résultat issu de l'appel courant est passé en paramètre à l'appel suivant du reducer, afin que ce résultat puisse être utilisé pour des calculs lors du prochain appel du reducer. Il faut noter que le second paramètre de la méthode représente la valeur initiale à passer au reducer lors du premier appel. Cette valeur est donc considérée comme le résultat issu d'un précédent appel du reducer.
Si nous reprenons la signature de la fonction, nous avons un premier paramètre que nous appelons le reducer, qui est une fonction dont la signature est la suivante. Donc cette fonction prend un premier paramètre que nous appelons l'accumulateur, qui représente la valeur issue du précédent appel de cette fonction callback, ou de ce reducer. Donc nous avons ici le second paramètre qui représente la valeur courante. Nous avons le troisième paramètre qui représente l'index de la valeur qui est en cours de traitement. Et enfin, le dernier paramètre qui représente le tableau qui est en train d'être manipulé. Donc lors du premier appel du reducer, c'est-à-dire de la fonction qui est passée en paramètre ici, au cas où nous précisons une valeur initiale, c'est-à-dire le second paramètre ici, c'est cette valeur qui sera prise comme valeur initiale de l'accumulateur ici. Mais si aucune valeur n'est passée en paramètre, alors le contenu de la première cellule du tableau qui est ici sera utilisé dans ce cas comme valeur initiale. Nous allons donc réaliser une petite pratique pour comprendre le fonctionnement ou pour maîtriser le fonctionnement de la méthode reduce. Donc nous allons calculer ici la somme de tous les éléments contenus dans le tableau des nombres ici. Donc pour cela, nous allons procéder comme ceci. Donc je fais ici const. Donc le résultat sera égal aux digits. Donc je prends le tableau des digits. Je fais appel à ma méthode reduce. Donc nous avons vu que cette méthode prend en paramètre une fonction dont le premier paramètre représente l'accumulateur. La deuxième valeur représente la valeur courante. Donc dans notre cas, nous aurons juste besoin de ces deux valeurs pour pouvoir réaliser la somme. Donc nous devons retourner une valeur qui sera utilisée comme résultat, qui sera utilisée comme valeur lors du prochain calcul. Donc ici, je vais dans un premier temps juste faire ceci. Je vais mettre ici return 0. Donc ça veut dire que cette valeur est la valeur retournée par la valeur retournée ici sera utilisée comme l'accumulateur, comme valeur d'accumulateur lors du prochain appel de la fonction que nous passons en paramètre ici. Donc ici, vu que nous sommes dans le cas d'une somme, donc je peux soit mettre la valeur 0 ici, ou soit ne rien mettre. Donc si je ne mets rien, ça veut dire que automatiquement, c'est la valeur initiale ici du tableau qui sera passée comme première valeur de l'accumulateur lors du premier appel de cette fonction que nous passons en paramètre. Donc ici, ce que nous allons faire, c'est que à chaque fois que nous faisons appel au reducer, c'est-à-dire à la fonction que nous passons en paramètre ici, nous devons retourner le résultat issu de l'appel courant. Et c'est de l'appel courant et c'est ce résultat qui sera combiné aux appels suivants pour nous donner le résultat final. Donc ici, à chaque fois que à chaque fois que nous prenons une valeur, nous allons prendre la valeur courante. Donc au début, nous avons dit que le contenu initial, au début, l'accumulateur ici aura la valeur 10, vu que nous n'avons rien précisé, donc elle aura la valeur 10. Donc l'idée, c'est que nous allons prendre cette valeur 10, l'additionner avec la prochaine valeur et retourner ça comme résultat. Donc à chaque fois, nous allons prendre ici l'accumulateur. Donc on va dire ici qu'à chaque fois, la valeur finale sera la valeur actuelle de l'accumulateur, c'est-à-dire accumulateur ici, plus la valeur courante, la valeur de la cellule que nous sommes en train de parcourir. Donc on peut écrire ça simplement comme ça. Et vu que nous utilisons les arrow functions, je peux enlever les return ici. Pour avoir une forme simple, je peux faire ceci. Donc en procédant ainsi, j'indique qu'à chaque appel, je prends la valeur courante de mon accumulateur, c'est-à-dire la valeur issue de l'appel précédent de ma fonction ici, que j'additionne avec la valeur courante et je retourne cela comme valeur qui sera utilisée comme accumulateur du prochain appel.
Donc ici, si je vérifie maintenant le résultat ici, donc j'ai 108 qui est le résultat, qui est la valeur issue de la somme de ces différents éléments. Donc je peux simplement ici utiliser pour vérifier que tout fonctionne bien. Je vais mettre ici des valeurs simples dont je peux réaliser la somme mentalement. Donc si je fais 10, 12 par exemple, ça me fait 22. Si je fais 8 ici, donc on voit que le résultat est vraiment issu de la somme des éléments du tableau. Donc je suppose que le 108 correspond à la somme des différentes valeurs qui sont contenues ici. Donc on utilise le reduce en une ligne pour réaliser cela. Donc ceci est très simple comparé à la version où nous aurons la version impérative où nous aurons utilisé une boucle pour réaliser cela. Je peux mettre en commentaire simplement ça. Donc nous allons réaliser un second exercice où nous allons maintenant calculer le maximum des éléments ici qui se trouvent dans ce tableau. Donc je vais procéder pareil, donc je fais const. Donc ici je peux nommer le résultat directement masse. Donc je prends le digit ici, je fais un reduce dessus. Donc pareil, donc j'ai mon accumulateur ici. Donc je mets accumulateur, j'ai ma valeur courante. J'indique ce que je cherche à retourner. Donc ici, dans un premier temps, je fais juste return, je vais mettre 0 parce que je ne sais pas ce que je vais mettre ici en attendant. Donc dans ce cas, à chaque fois que je prends une valeur de mon tableau, je dois réaliser une comparaison par rapport à la précédente valeur pour voir si la valeur est supérieure ou pas. Donc c'est à chaque fois que la valeur courante sera supérieure à la valeur maximale qui va représenter dans notre cas l'accumulateur, on doit retourner cette valeur. Donc ce fait, je peux faire ici, je vais dire simplement que si, je peux faire simplement ceci, je vais dire que si la valeur courante est supérieure à la valeur de l'accumulateur, alors je vais retourner dans mon cas l'accumulateur. Je vais retourner la valeur courante. Donc je vais dire sinon, je retourne le sinon, donc je peux faire ceci, sinon je retourne dans ce cas la valeur de l'accumulateur, c'est-à-dire la précédente valeur qui est maximale. Donc on peut factoriser un peu ceci. Ici j'ai fait une erreur, accumulateur. Donc on peut factoriser un peu ceci après avoir vérifié que le résultat est le résultat escompté. Donc du coup ici je peux tester cela. Donc il me suffit de créer une variable ici que je vais... Il suffit d'afficher le contenu de la variable masse ici. Donc j'ai la valeur 57. Donc vérifions si 57 est vraiment la valeur maximale, oui. Donc si je modifie le contenu et que je mets par exemple ici 105 ou que je vérifie le résultat, donc le masse est 105. Donc l'algorithme marche bien. Donc je peux restaurer l'ancienne valeur. Donc ici, cet algorithme est un peu volubile, donc on peut simplifier cela. Déjà, on peut enlever le return, déjà le premier else ici. Pourquoi on peut l'enlever? Parce que lorsque la condition ici sera vérifiée, le résultat ce résultat sera retourné. Donc du coup, le code ici ne sera plus exécuté. Donc plus besoin de mettre un else dans ce cas. Et puis ici, nous pouvons utiliser ce qu'on appelle le ternaire pour réaliser ceci. Donc ceci, tout ce que nous avons ici, on aurait pu l'écrire autrement. Donc on va écrire simplement ceci en une seule ligne. Donc on peut utiliser le ternaire. Donc on va dire si la valeur courante est supérieure à la valeur de l'accumulateur. Donc le ternaire s'écrit de cette façon. Donc ça veut dire, la signification c'est que vérifie cette condition. Teste cette condition ou cette expression. Si la condition est vraie, alors retourne la valeur courante. Sinon,
retourne la valeur de l'accumulateur. Donc on peut réécrire ce que nous avons écrit ici. On peut le réécrire en une ligne comme ici. Donc ça veut simplement dire si cette expression est vraie, l'évaluation de cette expression est vraie, retourne la valeur ici, sinon retourne la valeur là. Donc ça, on l'appelle une condition ternaire. Donc c'est une façon de simplifier l'écriture des structures conditionnelles. Donc ça, c'est un ternaire que nous avons utilisé et nous avons toujours le même résultat, c'est-à-dire la valeur 57 ici. Donc c'est de cette façon qu'on peut utiliser le reduce pour résoudre certains problèmes. La cinquième méthode que nous allons voir est la méthode sum, qui retourne true si au moins un élément du tableau d'origine vérifie la condition déterminée par une fonction qui lui est passée en paramètre. Donc cela veut dire que la fonction qui est passée en paramètre à la méthode sum est un prédicat, c'est-à-dire une fonction dont l'évaluation retourne vrai ou faux. Donc si aucun élément du tableau ne vérifie le prédicat qui est passé en paramètre à la méthode lors de son appel, alors la méthode retourne false. Nous avons ici le prédicat qui a une signature qui s'apparente aux signatures de callback ou de méthode que nous avons vues jusque-là. Donc nous avons le premier paramètre qui représente l'élément courant, le second qui représente l'index de l'élément qui est en cours de manipulation, et enfin le tableau sur lequel la méthode est en train d'être appelée. Donc pareil, nous allons réaliser ici un petit exercice ou deux petits exercices pour pouvoir maîtriser le fonctionnement de la méthode sum. Ici, le but de l'exercice sera de vérifier s'il y a au moins un nombre dans le tableau dont la valeur est inférieure à 20. Donc pour procéder, pour réaliser cela, donc nous allons ici utiliser le sum qui nous permet de vérifier si au moins un élément du tableau original vérifie une certaine condition. Donc ici, nous allons mettre juste un résultat comme ça. Donc on nous demande de vérifier si au moins un élément du tableau des digits, c'est-à-dire si au moins un nombre de ce tableau est inférieur à 20. Donc il nous suffit de faire ceci. Donc on prend digits, on fait sum, donc on met ici le prédicat. Donc ici, digits. Donc on vérifie si la valeur courante est inférieure à 20. Donc je fais ici digits inférieur à 20. Donc si cette condition est vérifiée pour au moins un élément de ce tableau, alors on aura le résultat ici qui sera égal à 3. Donc si on affiche ici la valeur de raise, donc on a true qui nous indique qu'on a au moins dans ce tableau un élément dont la valeur est inférieure à 20. Donc si je change ici la valeur et que je mets par exemple 2, je remplace ça par 2. Donc cela veut dire que je suis en train de vérifier s'il y a dans ce tableau au moins un élément dont la valeur est inférieure à 2. Donc ici j'ai le résultat qui est false, qui est faux. Pourquoi? Parce que je n'ai aucun élément ici dans ce tableau qui vérifie la condition précisée ici. Le second exercice consiste à vérifier s'il y a au moins un nom contenu dans ce tableau dont le nombre de caractères est supérieur à 10. Donc je vais faire pareil, donc je crée une nouvelle constante dans laquelle je vais affecter le résultat. Donc je mets ici digits, donc je fais sum. Donc on veut vérifier, donc, je suis dans le cas des noms, donc je fais ici names. Donc je vais vérifier si j'ai au moins un nom dont le nombre de caractères est supérieur à 10. Donc je fais ici name, donc je vérifie le nombre de caractères, si ce nombre de caractères est supérieur ou égal à 10. Donc supérieur ou égal à 10. Donc je vérifie après le résultat, donc déjà ici, cette valeur, sa taille n'est pas supérieure à 10, pareil ici. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, disons qu'on n'a aucun élément ici, aucun nom ici dont la valeur ou le nombre de caractères est supérieur ou égal à 10. Donc, si je vérifie ici le résultat de 2, je m'attends à voir false ici. Donc, j'ai effectivement false parce qu'il n'y a aucun élément ici aucun nom ici dont le nombre de caractères est supérieur à ou égal à 10. Il faut noter qu'il existe une méthode every qui s'écrit comme ça,
qui a exactement la même signature que la méthode SUM et qui fait le contraire de ce que la méthode SUM fait. C'est-à-dire que le every, contrairement à la méthode SUM, vérifie si tous les éléments contenus dans un tableau vérifient une condition donnée. Et si c'est le cas, elle retourne vrai, sinon elle retourne faux. Si nous voulons vérifier si tous les éléments de ce tableau, par exemple, sont pairs, nous pouvons procéder comme suit. Donc on fera const résultat égale à, on prend le tableau des digits, donc je prends digits. Donc je vérifie si toutes les valeurs contenues dans ce tableau sont des valeurs paires. Donc je mettrai ici digits. Donc je retourne, je vérifie, je mets le prédicat. Donc le prédicat, c'est de vérifier si le modulo de ces valeurs, de toutes les valeurs contenues dans ce tableau, sont égales à 0. Donc ceci me permet de vérifier si toutes les valeurs contenues dans ce tableau sont paires. Donc je vérifie le résultat. Est-ce que déjà c'est le cas? Non, toutes les valeurs ne sont pas, toutes les valeurs contenues dans ce tableau ne sont pas paires. Donc du coup, le raise ici va me donner false. Donc je peux utiliser le every par exemple pour vérifier si toutes les valeurs contenues dans ce tableau sont des valeurs supérieures par exemple à 2. Donc il suffit de changer la condition ici. Si je fais ceci, supérieur à 2, et que je vérifie maintenant le résultat. Donc je retrouve pourquoi? Parce que toutes les valeurs ici vérifient le prédicat que nous avons donné ici. C'est-à-dire que toutes les valeurs sont supérieures à la valeur. Toutes les valeurs contenues dans ce tableau sont supérieures à 2. Donc je m'attends à voir true ici, et c'est le cas. L'avant-dernière méthode que nous allons voir est la méthode fun, qui retourne le premier élément d'un tableau, qui vérifie la condition déterminée par un prédicat qui est passé à la méthode lors de son appel. Donc le paramètre de la fonction de la méthode ici est un prédicat. Et la signature reste le même que celle que nous avons vue jusque-là. Ce qu'il faut noter au niveau du fonctionnement de la méthode fun, c'est que si aucun élément du tableau ne vérifie le prédicat, alors elle retourne undefined. Pour comprendre le fonctionnement de cette méthode, nous allons également réaliser 2 exercices pratiques. Pour cela, nous allons trouver le premier nombre dans notre tableau dont la valeur est supérieure à 30. Donc je procède ainsi, donc je fais résultat égal à digits. Donc j'utilise la méthode fun, je lui passe en paramètre un prédicat. Donc je fais ici digits. Donc l'idée ou le prédicat, c'est de retrouver la première valeur dont le premier nombre dont la valeur est supérieure à 30. Donc je fais ceci. Donc si une valeur si une valeur dans mon tableau, digits, vérifie cette condition, alors elle sera retournée. Donc il faut noter que c'est la première valeur trouvée qui sera retournée dans ce cas. Donc si je vérifie le résultat ici, donc j'ai 57. Donc si j'analyse un peu le contenu du tableau, donc si je parcours le tableau de la gauche vers la droite, donc la première valeur ou le premier nombre dont la valeur est supérieure à 30 est effectivement 57 dans notre cas. Raison pour laquelle nous avons 57 ici. Donc nous allons réaliser un second exercice qui consiste à trouver le premier nom dont le nombre de caractères est supérieur ou égal à 5. Donc si on analyse un peu le contenu de notre tableau, nous avons ici 3, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on s'attend à retrouver cette valeur. Donc je vais procéder ici à l'écriture du code. Donc je mets ici résultat de égal à, je prends le tableau des nombres. Donc ici nous voulons retrouver la première valeur dont le premier contenu du tableau dont le nombre de caractères est supérieur ou égal à 5. Donc je fais name.length supérieur ou égal à 5. Supérieur ou égal à 5. Donc je m'attends ici à voir cette valeur, Donc si je vérifie le résultat de
Donc j'ai la valeur en question qui est coucou dans ce cas. Donc si je modifie un peu cette condition et que je dis que je veux récupérer la première valeur, le premier nom dans le nombre de chaînes de caractères supérieur à 10 ici, on voit qu'on a bien la valeur define parce qu'il n'y a aucune valeur dans ce tableau qui vérifie ce prédicat que nous avons indiqué là. La dernière méthode que nous allons voir dans cette partie est la méthode findIndex qui s'écrit comme ça. FindIndex, qui a la même signature que le find. La seule différence, c'est qu'elle retourne l'index du premier élément en vérifiant le prédicat qui est passé en paramètre ici. Donc pour tester cela, nous allons faire simple. Donc il suffit ici de remplacer le find par findIndex. Donc je fais pareil ici. Donc si je vérifie maintenant le résultat de res et de res2, c'est que la méthode findIndex, à la différence du find, retourne l'index du premier élément qui vérifie le prédicat qui est passé en paramètre ici. Et puis la seconde chose, vu que ce sont des index qui sont retournés, si un élément est retrouvé qui vérifie le prédicat, alors son index est retourné. Sinon, la valeur à retourner est -1 dans ce cas. Donc ici, si on reprend la condition indiquée ici comme prédicat, ou la fonction représentant notre prédicat ici, la première valeur qui vérifie la condition valeur supérieure à 30 est 57. Donc 57 occupe dans le tableau ici la position 0, 1, 2, raison pour laquelle nous avons le 2 ici. Si nous prenons le second prédicat qui concerne le second tableau, c'est-à-dire le tableau des noms, on voit qu'il n'y a aucune valeur contenue dans ce tableau dont la taille est supérieure à 10. Donc aucun élément dans ce tableau ne vérifie cette condition. D'où le fait que nous avons comme résultat le -1 que nous avons ici, qui correspond à la valeur retournée lorsque aucune valeur dans le tableau ne vérifie la condition précisée par le prédicat ici. Donc c'est la seule différence entre le find et le findIndex. Donc le findIndex est utilisé lorsqu'on veut retrouver l'index du premier élément vérifié à la condition passé en paramètre ici. On utilise le find lorsqu'on veut trouver l'élément lui-même. Voilà pour quelques méthodes de manipulation des tableaux qui fonctionnent de façon fonctionnelle. Il existe plusieurs autres méthodes de manipulation des tableaux qui fonctionnent également de façon fonctionnelle dont nous n'avons pas parlé dans cette vidéo. Je vous invite donc pour votre culture personnelle à regarder la documentation des tableaux pour découvrir d'autres méthodes de manipulation des tableaux qui existent. Je mettrai donc en description de cette vidéo un lien vers la documentation officielle des méthodes de manipulation des tableaux. Voilà donc ce que j'avais à partager avec vous sur la programmation fonctionnelle en JavaScript. J'espère que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et si vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web, alors n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à activer la notification.